Et si les origines de l'une des plus célèbres sociétés fraternelles du monde n'avaient rien à voir avec un complot, mais tout à voir avec une catastrophe? C'est une idée un peu folle, mais on va voir que sans l'une des pires pandémies de l'histoire, eh bien la franc-maçonnerie moderne n'existerait peut-être pas du tout. Alors, la question se pose. Qui est le vrai coupable? Un roi? Un groupe de philosophes? Des bâtisseurs de cathédrales? Non, non, la réponse est beaucoup, beaucoup plus surprenante et infiniment plus petite. Eh oui, le voici. Ou plutôt, la voici. Le grand architecte involontaire, c'est elle, Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste noire. Alors, comment est-ce qu'un microbe a pu jeter les bases d'un mouvement philosophique mondial? Pour comprendre ça, il faut remonter le temps et se rendre sur la scène du crime. Allez, on commence notre enquête par les conséquences directes. On se transporte en Europe, au milieu du XIVe siècle, un monde qui est sur le point de s'effondrer. Le chiffre est juste inimaginable. Entre 1347 et 1352, la peste noire tue entre un tiers et la moitié de toute la population européenne. C'est un traumatisme absolu, une saignée démographique qui va redéfinir complètement les règles du jeu. Et là, c'est le chaos. Toutes les structures sociales et religieuses volent en éclats. Les villes se vident, les champs ne sont plus cultivés, et l'Église, qui était le pilier central de la société médiévale, se retrouve complètement impuissante. Elle ne peut rien expliquer, rien guérir. La confiance des gens s'évapore à une vitesse folle. Et ça, c'est un point absolument crucial. Attention, la foi des gens ne disparaît pas, mais la confiance dans l'institution Église, elle, est brisée. On commence à se dire qu'on peut croire en Dieu, oui, mais sans forcément passer par un clergé qui a montré ses limites. C'est une fissure, et elle ne va faire que s'agrandir. Cette hécatombe, elle provoque un premier effet domino, et il est économique. Logique. Quand la moitié de la population disparaît, les survivants qui savent travailler deviennent soudain une denrée rarissime, et donc très précieuse. Le rapport de force s'inverse complètement. Avant la peste, un maçon, même qualifié, avait un salaire bas, fixé par les puissants, et il ne bougeait pas beaucoup. Après la peste, c'est lui qui a le pouvoir. C'est un artisan très recherché qui peut négocier son salaire à la hausse et aller d'un chantier à l'autre, là où on le paie le mieux. Évidemment, du côté des élites, c'est la panique totale. En Angleterre, par exemple, le roi essaie de faire passer une loi pour obliger les travailleurs à accepter les anciens salaires. C'est une tentative désespérée de rembobiner l'histoire, en quelque sorte. Mais ça ne marche pas. On ne peut pas lutter contre la démographie avec une simple loi. Elle est ignorée massivement. Les autorités comprennent alors qu'il faut trouver une autre approche. Si la force ne marche pas, il faut peut-être essayer autre chose, quelque chose qui jouait sur la morale, sur la cohésion de groupe. Ok, ça, c'était le premier indice. Passons au second effet domino, qui est lui d'ordre spirituel. Rappelez-vous la méfiance envers l'Église. Eh bien, elle n'a pas disparu avec la peste. Au contraire, elle a germé et elle s'est transformée en contestation. Quand on regarde cette chronologie, c'est frappant. Ce n'est pas du tout une coïncidence si à peine une génération après la fin de la Grande Peste, des mouvements qui critiquent l'Église commencent à apparaître. Ils sont les enfants directs de cette crise de confiance. Des penseurs comme Wycliffe en Angleterre ou Jean Hus en Bohême commencent à dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, que l'Église est devenue corrompue et qu'il faut un retour à un lien plus direct avec les textes sacrés. Ils sont en train, sans le savoir, de préparer le terrain pour la grande réforme protestante de 1517. Bon, récapitulons. On a nos deux indices. D'un côté, une crise du travail qui appelle à une nouvelle forme de contrôle social. De l'autre, une crise de la foi qui commence à fracturer l'Europe chrétienne. C'est maintenant qu'on va voir comment ces deux éléments vont se rencontrer dans un document absolument fascinant. Il s'agit d'une série de textes qu'on appelle les Old Charges, ou les anciens devoirs. Alors là, attention, il faut être très précis. Ces textes sont écrits pour les maçons opératifs, c'est-à-dire les vrais gars du bâtiment, les artisans qui taillent la pierre. Pas encore pour les francs-maçons spéculatifs et philosophes d'aujourd'hui. Ces documents, c'est vraiment la première pierre de l'édifice. Et le tout premier de ces textes, le plus ancien qu'on ait retrouvé, c'est le manuscrit Regius. Et regardez bien la date, vers 1390. C'est à peine 40 ans après la peste noire. On est en plein dans la crise de la main-d'œuvre qu'on vient de décrire. Le timing est parfait. Et qu'est-ce qu'il raconte ce manuscrit? Eh bien, son but est limpide. D'abord, il invente une histoire prestigieuse aux maçons, pour les flatter et les fidéliser. Ensuite, il leur impose toute une série de devoirs moraux et religieux très stricts. Et enfin, il fixe des règles de conduite précises pour contrôler cette main-d'œuvre qui était devenue trop libre. C'est une réponse directe à la crise. Et la méthode est vraiment brillante. Le texte est sous forme de poème. Pourquoi? Parce que c'est bien plus facile à mémoriser et à transmettre à l'oral,
pour des artisans qui, pour la plupart, ne savent pas lire. Et surtout, l'analyse du texte le montre. Il n'a pas été écrit par des maçons, mais pour eux, par des intellectuels, des clercs au service du pouvoir, qui savaient exactement comment s'y prendre. Allez, on a toutes les pièces du puzzle. Il est temps de les assembler et de rendre notre verdict. La peste noire, bien sûr, c'est une tragédie épouvantable. Mais en histoire, les grandes catastrophes sont aussi de puissants accélérateurs. Elle a brisé l'ancien monde et elle a forcé la société à trouver de toutes nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles règles sociales et spirituelles pour pouvoir continuer à avancer. Donc, si on retrace le fil, c'est très clair. La peste déclenche 2 crises, une du travail et une de la foi. La crise du travail donne naissance aux old charge pour les maçons opératifs. La crise de la foi mène à la réforme et aux guerres de religion. Et bien plus tard, quand la franc-maçonnerie moderne, la spéculative, va apparaître, elle aura pour but de réunir des gens que la religion a divisés. Et pour construire sa morale et ses légendes, sur quoi va-t-elle s'appuyer? Eh bien, sur les fameux old charge. Cette métaphore des 2 jambes, elle est parfaite. Sans la crise du travail provoquée par la peste, pas de old charges. Sans la crise de la foi provoquée par la peste, pas de réforme, et donc pas ce besoin de réconciliation. Sans ces 2 piliers, nés de la même catastrophe, la franc-maçonnerie n'aurait tout simplement pas eu de fondation sur lesquelles se bâtir. La bactérie Yersinia pestis a bien été, sans le vouloir, son plus grand architecte. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non ? Combien de nos institutions, de nos coutumes, de nos façons de penser sont en fait les conséquences lointaines et inattendues de catastrophes qu'on a oubliées? L'histoire est souvent une chaîne de dominos dont on ne voit pas toujours le début. Merci d'avoir suivi cette analyse.